le son, hein. Oh, it's okay. We love that. Ok. Je suis sûre que tes oreilles doivent beaucoup aimer aussi. Alright. Bonjour. Bonjour tout le monde. Comment Comment ça va, tu Lisa? vas? Je vais bien, On est merci. Et synchro, toi? hein. On est synchro. C'est Écoute, très. ça va. Ouais. Ça va, ça va. J'ai pris quelques jours de repos. Donc, Hmm. ouais, franchement, ça fait tellement du bien de se réveiller sans réveil. Oui, Ouais, je confirme. c'est la vie que je veux. Quotidiennement. Pouvoir regarder des séries jusqu'à tard. C'est la vie que je Mhm. veux. Et, euh, et décider de mes journées comme je l'entends. C'est la vie que je veux. C'est vraiment la vie que tu mérites. Merci, merci. Absolument. Donc voilà, quelques repos. Et toi? Écoute, ça va. Je suis contente que la semaine soit finie. Mhm, Euh, mais, euh, mais sinon, ça va. Écoute, dimanche tranquille, pour une fois. mhm. T'as rien Donc, de prévu? non. Et j'ai rien fait ce matin, ce qui est très rare. Donc, Wow, enfin, j'ai ok. rangé mon appart, mais en soi, Ouais, non, tu mais vois. t'as pas fait des trucs de fifou, quoi. Non, du tout. Du tout. Ok, Ça fait du nice. bien. Ça fait du bien. Ouais, Ouais, ça fait grave du je veux bien. bien te croire. Yes. So, are you ready for today's episode? Plus que ready. Plus Okay, que I like ready. that for you. Mhm. Et toi? Very, very C'est un much. vrai thème, hein. C'est un vrai J'ai des thème, hein. mouchoirs à côté, cause we never know. We never know. Alors, avant que on ne se lance dans le Mhm. vif du sujet, j'ai une question random pour toi. Je t'écoute. Comment souhaites-tu que les gens se rappellent de toi? Ah ouais, toi, toujours tes random questions, là, c'est des trucs very deep, hein. Why not? Euh, Comment j'aimerais que les gens se souviennent de moi? Je dirais comme une personne sincère et une personne aimante. Oh, Ouais, yeah. ouais. Et toi? Toi? Putain, Raissa, tu sais, moi je Ouais. dis, je pose des questions, mais Ah oui, oui. jamais les réponses. Donc, et toi, Lisa? Vraiment, c'est une question que je me pose beaucoup en ce moment, Mhm, indépendamment des trucs que je fais un peu pour être plus alignée avec moi-même, etc. Et aussi le fait que j'ai bientôt 40 ans et j'ai pas trouvé la réponse. Obviously, dans l'idéal, je voudrais qu'on se rappelle de moi comme quelqu'un de fun, de vivant, etc. Mais en fait, quand j'étais dans le processus justement de cette pensée et d'une réponse éventuelle, je me disais, mais putain, les gens vont juste se rappeler que je postais des trucs sur Instagram, wesh. Ouais, Tu mais, mais, sais, bah mais des oui, jolis trucs. Des oui, très ok, jolis ok. trucs. Merci, c'est gentil. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça reste un peu en surface, tu vois. Après, je sais que les gens qui me connaissent vont certainement se rappeler de choses un peu plus, un peu moins, en surface et un peu plus deep. But I mean, franchement, j'espère que les gens, ben, ils vont se rappeler que ouais, j'étais fun, que j'étais vivante, que je les aimais. Et j'espère que je le dis assez et que ouais, j'aimais la vie, quoi. I hope. Bah, non, Moi, non, je pense, je pense. I don't know. Euh, ouais, c'est sûr qu'on sait jamais, parce que la perception qu'on a de nous, c'est pas la même chose. Enfin, les gens nous perçoivent pas forcément de la même façon, tu vois. C'est ça, c'est vraiment ça. Et c'est justement pour ça que je me posais cette question de manière vraiment, tu sais, un peu les questions existentielles. Hmm. Parce que forcément, la façon dont je me vois, et puis encore la façon dont je me vois quand c'est un jour où je me sens bien, va être différente de la façon dont je me vois C'est quand ça, c'est un jour exactement. où nuage Ouais, t'es pas noir, au quoi. top, quoi, bien sûr. Exact, exact, Waouh, c'est exact, une vraie question, c'est une vraie question. exact. Comment t'aimerais que les gens se souviennent de toi? Ça, c'est une Mm. vraie question, hein. On devrait aussi la poser à nos auditeurs et aux personnes qui nous suivent sur Ouais, ouais. Instagram. On devrait leur faire participer actually à la question random parce que c'est vrai qu'on se la pose entre nous, mais il serait aussi intéressant d'avoir leur retour par rapport à ça et de voir comment est-ce que eux-mêmes peuvent se percevoir et comment est-ce qu'ils voudraient que les gens qui les entourent les perçoivent également. Mais carrément.
Mm. Parce que je pense que c'est pas une question que on se pose du tout. Mais, Ah, ouais. quoi que je pense que ça dépend du mood dans lequel on est. Mhm. Parce que quand, Absolutely. ouais, quand t'es vraiment down, genre t'es vraiment pas au top de ta forme, que t'es limite dans la dépression et tout, Mhm. je pense que c'est des questions que tu peux te poser dans le sens où, ouais, qu'est-ce que j'apporte aux gens, comment les gens me voient, est-ce que j'ai une Exactement. importance dans la vie de certaines Mm. personnes, Absolutely. et ça revient au même par rapport à la question que tu viens de poser. Mais sinon, voilà, je pense que est-ce que est-ce que les gens qui disent ouais, je vais tout le temps très bien, ma vie elle est top géniale, top méga cool, est-ce qu'ils se posent cette question? Donc c'est vrai Mais que est-ce que c'est non, bah attends, c'est ok. Est-ce que les gens qui se disent ok, ma vie elle est top géniale, je vais bien, mais qu'est-ce qu'ils font aussi par rapport aux autres en fait qui les entourent? Parce que oui, ta vie elle peut être très bien, mais ça peut être aussi une façon hyper exclusive et un peu égoïste aussi de juste de vivre pour toi, et ce qui en soit pas un problème non plus. Mais est-ce que ça veut dire que tu inclus aussi les gens qui sont autour de toi? Parce que certes, même si ta vie elle va très bien, tu peux être pas forcément une bonne personne pour la prochaine, tu vois, ou pour les gens qui c'est vrai, t'entourent, ou c'est vrai. etc. Donc il y a aussi, en fait, il y a vraiment cette notion de se dire, ben moi je sais qui je suis, les jours où tout va bien, je sais qui je suis. Est-ce que les gens me voient aussi de cette façon-là? Parce que Ouais. forcément, on veut que les gens nous voient d'une façon qui soit, ben, pas, si pas la plus belle, mais au moins, euh, je sais plus comment on parle le français, comme souvent, mais au moins d'une façon élégante ou tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est une vraie question. Est-ce que c'est une question que tu as déjà posée à ton entourage? Non, mais c'est une question que je me pose depuis plusieurs semaines, par contre, à moi-même. Parce que je me dis, si je meurs de... Déjà, dans mon testament, il est mentionné que si vous allez m'enterrer, là, il n'y a pas question que vous venez tous là, t'es trop cool. Non, 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 vous racontez des blagues, tout le monde rigole, et il n'y a pas question... Ça, Attention, oui. t'as un testament? Mais bien sûr, pas toi. Non. Mais si demain t'arrive quelque chose, on fait quoi? Comment on s'organise? I don't know. Exactly. Mais alors, moi, je veux savoir, dans toutes les personnes qui vont nous écouter là, qui a déjà fait son testament? I mean, I can die tomorrow. Je peux aller dormir et faire une rupture d'anévrisme, je me réveille pas demain, hein. True. Mais ça, Waouh! c'est prévu pour l'épisode sur la retraite, je crois. Ouais, 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 mais So, waouh! anyway, Waouh, waouh! Et je moi, sais j'ai plus une ce que j'allais question. penser. Tell me. Ouais, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que bon, t'as un testament, tu veux pas que les gens pleurent, tu veux que ce soit plutôt quelque chose qui célèbre ta vie. Ouais, exact. Tout à fait. Absolument. Et ben moi, j'ai une question par rapport à ça, parce que tout à l'heure, j'ai envie de la poser la question, mais je savais pas si c'était. Mais maintenant que tu parles de mort, je peux la poser. Yeah, C'est vas-y. sur ta pierre tombale, t'aimerais qu'il y ait écrit quoi? Ben, en fait, en vrai, si je devais continuer dans mon cynisme et mon sarcasme, Ouais, ce serait vraiment pas une insulte, mais un truc un peu genre, tu vois, enfin un peu borderline. But hey. ouais, Mais le truc, c'est qu'en fait, je veux pas être enterrée. ok. Je voudrais être incinérée. C'est marrant, moi aussi. C'est vrai? Ouais, parce que j'ai pas envie que les gens viennent tu sais, faire de mon cercueil, enfin de mon emplacement. Je veux pas, tu vois, devenir une rockstar, tu vois. Donc, je veux pas que les gens viennent, tu sais, comme les stars qui sont au Père Lachaise, tu vois. J'ai pas Mais envie que les gens attends, alors, viennent me Raissa, visiter en disant ouais, j'ai été voir la pierre tombale de Raïssa, tout ça, tout ça. ben, il y a quelque chose. Je veux pas. Après, c'est vrai que personnellement, Mhm. j'ai pas non plus enterré énormément de personnes, Dieu merci, mais des personnes que j'ai enterrées, j'ai rarement, voire après, une fois que l'enterrement est passé, je suis jamais retournée Ah ouais? au cimetière. Ah, Absolutely c'est not. marrant. Mm. Bah, Et contrairement à c'est pas toi, moi, parce que je les célébrais. Enfin, I don't know. Il y a juste peut-être c'est ma pudeur pour le coup, tu vois. Mhm. Euh,
Et je sais pas, but no, non, 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 non. C'est des personnes qui étaient proches de toi? Alors, alors, pas forcément. Une des personnes que j'ai enterrées en Suisse, c'était quand on était des enfants. C'était un copain d'école qui était malade, so I never been there. Ensuite, les personnes que j'ai enterrées de ma famille, ben, c'est sur le territoire français. Mhm. Et même si ben, j'ai vécu après leur enterrement respectif, hein, I never been back. Depuis que je suis partie en plus, donc enfin jusqu'à mon départ en 2019. So non, Ok. Bah, absolutely not. contrairement à toi, moi j'ai enterré énormément de monde, et principalement en Afrique. Mhm. J'ai dû faire en France, j'ai dû faire un ou deux enterrements, deux je crois. Un, c'était une de mes professeurs d'école. Ok. Ça a été mon premier enterrement en France. Mhm. Une de mes professeurs d'école que j'aimais énormément. Et la deuxième personne, ça a été un de mes oncles. Mhm. Mais lui, il a été incinéré, je crois. Ok. Et sinon, la plupart des enterrements que j'ai faits, c'était en Afrique. Et Mhm. c'est là aussi que j'ai pu comparer la différence des enterrements entre les enterrements en France et les enterrements en Afrique, où Mhm. ça n'a strictement rien à voir. Là-bas, on Absolutely célèbre plus not. la vie Yeah. de la Oui, personne, machin et oui, tout, oui, plutôt oui, que le oui. fait que la personne soit partie. Tout à fait. Et, en fait, à chaque fois que je vais au Togo, si j'ai la possibilité, je Tu vais, visites? ouais, je visite. Ok. Même si une grosse partie ont été enterrés au Bénin, parce qu'il y a un cimetière Oui. familial là-bas. Mhm. Donc, ça nous arrive d'y aller. Mais ouais, non, ouais, j'y vais, j'y vais. Après, comme toi, je sais que moi, j'aimerais être incinérée. Voilà, maintenant, Mhm. après, je suis en train de me dire, je suis en train de réaliser un truc, c'est que être incinéré, non, c'est trop, je sais pas trop où est-ce que je veux aller dans cette, parce que par exemple, moi, je suis fille unique, tu vois. Mhm. Je suis fille unique, je vais être déjà, qui va m'incinérer? Et mes cendres, elles vont aller où? Hein? Okay, well, yeah. I mean, mais c'est pour ça, Hein? tu vois, c'est pour ça que c'est important Ouais, de non, c'est laisser. vrai. Mais il y a des gens qui vont te survivre. I mean, hopefully, si c'est pas tes amis, il y aura sûrement des membres de ta famille qui vont te survivre, tu vois. Donc Mm, certes, tu es fille unique par ta maman, mais tu n'es pas par ton papa, et tu as des cousins, des cousines, des oncles, des tantes. ouais, So, il y a bien quelqu'un qui va t'aimer assez pour pouvoir prendre en charge, on va dire, la démarche de t'incinérer et de faire de tes ouais. cendres ce que tu souhaites. Mm. But c'est vrai, Ah j'avais ouais. pensé à ça. Enfin, Ouais, je suis pas parce fille que, unique, hein, but I never thought about that like that. oui, That's parce que je me true. dis, par exemple, mon oncle qui a été incinéré en France, là, au Père-Lachaise, Mm, enfin, ils sont 6 enfants, sa femme, elle est encore mm, là. mm. Je me doute que les cendres doivent être quelque part, tu vois, Oui. et machin. Mais quand t'as pas d'enfant et que t'es enfant unique, ces cendres, elles vont où? Qu'est-ce qu'elles deviennent? Faudrait se renseigner. Et j'aimerais savoir si parmi les personnes que t'as pu enterrer, c'est des pertes qui t'ont traumatisé. L'une d'entre elles, actually, I think les deux, mais pour différentes raisons. Um, mais traumatisée, I don't think, mais marquée, for sure. Parce que ben on a partagé des moments de vie ensemble et tu t'attends pas à ce que les gens décèdent de façon si brutale. Hmm. So I would say that. But traumatisée, non. Ah, bien sûr, c'est triste. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est éprouvant Ouais. comme situation et c'est aussi comment est-ce que tu guéris de plus avoir une personne autour de toi. Mais après aussi pour ma décharge, c'était pas des gens que j'avais dans ma vie au quotidien et l'une d'entre elles, on n'était même pas en bon terme à son décès. So, you know. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, Mais c'est vu que des. tu... Ouais, moi, c'est des. Il y a des décès. Il y en a un en particulier qui m'a traumatisé. Mhm. Euh, Et d'ailleurs, en parlant de traumatisme, de trauma, Reza, elle aime trop mettre la charrue avant les bœufs. Frère, elle va donner le thème, elle donne pas la définition, elle te dit pas bonjour. Alors, aujourd'hui, oh, bonjour!
aujourd'hui, le thème, c'est les traumas. Ouais, il y a des Voilà. choses, il y a des pertes qui m'ont traumatisée. Et avant toute chose, qu'est-ce qu'un trauma? Qu'est-ce qu'un traumatisme? Je Please vais tell dire, us, Rasapédia. Elle me laisse même pas l'introduire. Eh, mais tu es pressée comme ça comment? bonjour! Lisa, peux-tu m'introduire, s'il te plaît? Mais t'es même pas censée te demander. Ok, well, vu que Raissa nous introduit gentiment dans le sujet, est-ce que tu pourrais, avant toute chose, nous donner la définition Raissapédia, s'il te plaît? La définition du jour est le trauma, les traumatismes. Merci. Donc, un traumatisme, c'est un nom masculin. Le traumatisme. Ça me Alors, surprend c'est... pas. Ça, on y reviendra. Alors, Mhm. c'est un ensemble de troubles provoqués dans l'organisme par une lésion ou un choc grave. Ça, c'est pour les traumatismes physiques. Pour les traumatismes psychiques, ensemble des troubles psychiques ou psychosomatiques provoqués accidentellement par un agent extérieur au sujet. Et je voulais revenir sur accidentellement. Mhm. Parce que je pense que oui, il y a des traumas qui peuvent être accidentels. Absolument. Mais je pense qu'il y a une grande part de traumas qui peuvent être volontaires d'une autre d'une tierce personne. Tu vois, Ok, tu vois ce que je veux dire? Par on te fait exemple, du mal. voilà. Mhm. D'accord. Si t'es pas allé dans une grotte, je pense que tu sais faire la différence entre le bien et le mal, quoi. Wow, yeah. Et pourtant. Voilà. Et pourtant. Donc, c'est pour ça que quand j'ai trouvé cette définition, la définition du dictionnaire, j'étais là quand Mhm. même, je pense que c'est à revoir parce que accidentellement, c'est pas toujours accidentel, quoi. Oui, mais c'est aussi de. Ça peut être accidentel de la. Ben, tu peux te traumatiser toi-même accidentellement. Dans le sens, ok, admettons, tu es sur la route, tu conduis et tu fais une manœuvre parce que tu montes d'attention. Mm, C'est accidentel, c'est un accident que tu commets, mais qui te mm, traumatise également. ouais. Après, effectivement, si tu traverses la route et que tu te fais renverser par une voiture, comme j'ai été à l'âge de 11 ans, effectivement, je veux Waouh. dire, certes, je suis traumatisée, mais la personne qui me rentre dedans aussi. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. So, ça, je pense que c'est pour ce côté. Après, je prends peut-être le côté accidentel d'une façon un peu large, parce que, ben, par rapport à mes expériences aussi, mais je suis sûre qu'il y a bien d'autres expériences accidentelles, enfin, bien d'autres expériences traumatiques liées à des accidents que tu peux vivre, qui sont moins, enfin, tu vois, sans avoir une voiture qui te rentre dedans, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est très intéressant. C'est très, très intéressant. Après, des troubles psychiques ou psychosomatiques provoqués accidentellement par un agent extérieur au sujet. Ouais, ouais, Ben, c'est non, ça, c'est ça. En ouais, fait, tu c'est ça. peux, ben, c'est Non, ça, c'est ça. ouais. Mm. Non, Absolument, ça te laisse clairement, une marque clairement. après, à vie. Mais est-ce que c'est... Alors, pour toi, la définition devrait être à revoir parce que tu estimes qu'elle n'est pas assez complète, Ouais, peut-être. tout à fait. Tout à fait. Donc vraiment, j'ai cherché sur différents dictionnaires, parce que tu as Bien sûr. différents dictionnaires, tu vois. Et c'est souvent cette définition-là qui revient. Et je pense que un traumatisme, en tout cas les traumatismes psychiques, c'est beaucoup plus large que ça. Ça peut être dû à plein de choses, mais accidentellement, oui, oui, et puis même volontairement. Après, volontairement dans le Mais c'est sens ça où aussi. je me dis, est-ce que quelqu'un, par exemple, durant ton enfance, Mhm. quelqu'un qui te fait du mal, Est-ce qu'il sait qu'il te fait du mal? C'est ça peut-être la question, non? voilà, est-ce qu'il Pour dire si sait c'est qu'il te vraiment fait du mal volontaire, et est-ce qu'il sait que son action, son ou ses actions peut avoir peuvent des te répercussions. traumatiser, voilà, sur le Mhm. reste de ta vie. Absolument. And Euh, I don't think so. non, c'est vrai que je pense pas non plus. Je pense que les personnes pensent faire du mal sur l'instant T, veulent te Yeah, faire du mal sur l'instant T, oui, oui. sans penser que ça peut, en fait, te marquer au fer rouge pour le reste de ta vie, quoi. I agree with that. Et c'est pour ça, quand tu disais justement que on est censé savoir faire la différence entre le mal et le bien, c'est que, je ne vais pas dire souvent, mais ça arrive que même si
la résultante est traumatisante pour la personne qui reçoit la remarque, la gifle ou whatever, sur l'instant T, la personne qui commet cet acte, et je me fais vraiment l'avocat du diable et ça me peine de le faire, c'est de se dire que ça vient, entre guillemets, je mets des grands guillemets ici, les gars, ça vient, entre guillemets, d'un bon sentiment. Je veux t'apprendre quelque chose, certes, par la violence, par l'insulte, par des moyens qui, en soi, n'apprennent rien, mais sur le moment, je dis, je veux t'apprendre quelque chose, et donc, s'ensuit ce qui peut s'en suivre, et qui laisse donc un trauma à la Mm. personne qui le reçoit. Donc, But, yeah. ce genre de traumatisme-là, par exemple, Mhm. d'être dans la violence pour essayer d'inculquer quelque chose, Mhm. ce serait plutôt dans le cercle familial. Absolutely. Cercle familial, cercle écolier. Ouais. Après, je pense, alors tu peux aussi me dire, certes, parce que nous sommes en Occident, c'est pas des choses que l'on retrouve souvent, mais c'est des choses qu'on a entendues. Ouais. Ou alors qu'on a pu, des fois, dans les faits divers. Jamais eu de prof violent à mon égard, mais j'ai vu des profs sortir des élèves par le col. Euh, J'avais un professeur, je pourrais même pas le décrire parce qu'il était bref, et mon frère a eu le même professeur. Et dans sa classe à lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait des coups de pied aux chaises. So, à la fin, ça paraît anodin, mais il y a quand même un geste, il y a quand même un geste de violence, un coup de pied, d'accord, qui ne touche personne, Mhm. mais qui incite directement une, euh, une exaction, une injonction pour l'élève. Donc, tu Ouais. peux pas me dire que ça part d'un bon sentiment, là, j'y croirais pas. Non, non, non. Néanmoins, euh, tu fais usage d'un geste violent pour faire comprendre quelque chose à un élève, par exemple. So, all right. Essayons, parce que, ok, le but aussi de cet épisode, c'est vraiment, même si on n'a pas de solution à comment guérir nos traumas, etc., mais c'est vraiment d'apporter au moins des débuts de résolution, et c'est aussi de faire part de nos expériences à nous, dans nos... parce que je pense aussi que beaucoup des traumas que vivent les gens commencent dans le cercle familial, et donc c'est de vraiment, en mettant en parallèle nos cercles et formats familiaux, de déterminer déjà à partir de là quels ont été nos traumas, ceux dont on veut bien sûr parler de façon ouverte et sans finir en sanglots dans un coin accroupi, mais qu'on se sente de partager aujourd'hui. Donc, pour toi, Raissa, enfin, je le sais, mais j'espère que les auditeurs le savent aussi, tu es donc fille unique du côté de ta Ouais. maman et tu as grandi avec ta maman. Comment est-ce Mhm. que tu définirais les traumas que tu as vécus durant l'enfance et même en âge adulte? Euh, je dirais que le premier trauma dont Mhm. Donc, je me euh, souviens. je me souvienne, pardon, c'est que, alors, faut savoir que pendant très longtemps, durant mon enfance, j'ai cru que j'étais adoptée Ok, parce que, bon, j'ai toujours connu mon père, je savais qui c'était, je savais à quoi il ressemblait, bien mais en sûr. fait, le fait d'avoir grandi avec une maman qui était métisse, très claire, Mhm. et que moi, je sois beaucoup plus foncée qu'elle, j'ai toujours cru Mhm. que j'étais adoptée. C'est-à-dire que vraiment, quand je vous dis toute mon enfance, ma mère, elle me disait que déjà, dès que j'ai commencé à parler, je lui disais, maman, je t'aime, mais tu sais, si tu m'as adoptée, c'est pas grave, je t'aimerai toujours, mais tu peux me le dire. Déjà, là, tu te dis, c'est compliqué. Mhm. Donc, j'ai dû grandir donc dans une famille au niveau des carnations. Il y avait absolument tout, de la personne la plus claire à la plus foncée. J'ai grandi dans un quartier, tout le début de mon enfance, j'ai grandi dans le 6e arrondissement de Paris, donc qui est considéré comme un quartier très bourgeois. J'étais en face du Bon Marché, qui maintenant, t'as le Bon Marché, la grande épicerie, je crois, mais à l'époque, ça n'existait pas, la grande épicerie. Euh, donc, dans un quartier à 98-99% blanc, Blanc. dans une Mhm. école où on était 5 noirs et j'étais la plus foncée. Mhm. Donc, moi, j'ai un parent qui est super clair. J'ai grandi dans une école où
où j'ai eu des professeurs, enfin, je voulais rebondir sur ce que tu disais, où j'ai eu un professeur qui m'ont fait comprendre que être noir, c'est pas bien, et que le Mm. métissage, c'est pas bien non plus, que, Ok. en gros, euh, je reprends ces termes, les races ne devraient pas se mélanger. Tu grandis avec ça, tu dois te construire avec ça, mais en même temps, j'ai eu la chance, euh, dès ma naissance, de pouvoir aller en Afrique, tous les ans. Là-bas, tu sais que t'es noir, mais en même temps, t'es pas noir parce que t'es né et t'as grandi en France. Mhm. En France, t'es pas française parce que t'es pas blanche. Mhm. Premier trauma au niveau de son identité. Absolument. Ensuite, on a bougé dans l'Est parisien, où là, il y avait beaucoup plus il y avait un grand brassage des cultures, des ethnies, des langues, des croyances, enfin, Mhm. de tout. Faut savoir que moi, c'est là que j'ai su que j'étais noire, par exemple. Ok. Ça a été un nouveau trauma pour moi aussi. En fait, je remettais toute mon identité en cause. Mhm. Bon, après, il faut savoir qu'entre-temps, j'ai quand même compris que ma mère était ma mère. J'ai arrêté de lui demander si j'étais adoptée. Tu l'as compris comment, ça reste en vous regardant dans le miroir parce que vraiment tu es sa copie conforme. But Mais c'est marrant parce que tout le monde dit qu'on se ressemble, mais on se ressemble pas en fait. oh Elle et yes you moi, do. on se Oh regarde yes et you on se do. dit, Oh you do look like her. ok. Absolutely. Absolutely. Et tu vois, c'est marrant. Comment j'ai compris, qu'est-ce qui m'a fait réaliser que c'était ma mère euh, La meuf, elle s'est C'était ma réveillée un mère matin, elle a biologique. dit ah ouais, bah peut-être bien que c'est elle en fait. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois qu'un matin, je me suis dit, ah ouais, c'est ma daronne. I love that C'est for ma you. daronne. I love that for Ouais, you. c'est ma daronne. De toute façon, il y a la preuve, il y a le carnet de santé. Ils ont dit, ouais, je suis sortie Bon, d'elle. Fin, tu vois. voilà On va quoi, arrêter de se poser exact. la question. Voilà. Et donc, voilà, ça a été mes premiers traumas dans ma vie. C'est trouver mon identité, comprendre ce que je suis, en fait. Parce que Hmm. je suis métisse, mais je ressemble pas ce à quoi une métisse est censée ressembler. Je mets des guillemets parce que Oui, à quoi une métisse est censée ressembler. Parce que tu as les exactement. métisses noir-blanc, noir-noir aussi. Parce que, en vrai, le métissage, c'est juste un mix d'origines et de cultures différentes, en fait. C'est pas un blanc, un noir, donne un métis, enfin, donne un enfant un métis. C'est pas ça. Absolument. Un métissage, c'est vraiment un mélange de deux cultures, origines, même parfois religions différentes, croyances différentes. Enfin, voilà. Donc, pour C'est moi, un bien de le métissage, rappeler, c'est ça. absolument. Oui, Mhm. parce Non, que non, c'est vraiment ça. métissage, ouais. Beaucoup de gens pensent que métis, c'est noir-blanc, fin. Oui, bien sûr. Tu vois, ou noir-asiate, fin. Hmm. Bah non, les frérots, c'est plus que ça. Et les frérots, les sœurettes. Et, donc, je sais plus ce que je disais, je me suis complètement perdue dans ma folie. Alors attends, je vais essayer de te Euh, retrouver. Donc tu parlais que c'est là où tu t'es dit que tu étais métisse, mais tu ressemblais pas à une voilà, métisse, entre guillemets. voilà. Je ressemble pas ce à quoi un métis est censé ressembler. Mhm. Un ou une métisse est censé ressembler. Du moins Et on va dire, dans l'imaginaire collectif. Exactement. collectif et Exactement. ce qu'on attend, enfin, par exemple, ce qui est accepté comme métissage, quoi. Mhm. I agree. Voilà, dans la société. Trouver son identité dans le sens où, bah, comme je le disais tout à l'heure, c'est que je vais en Afrique depuis que je suis née. Tous Mhm. les ans, j'y vais encore, je continue encore à y aller. Mais tu vois, quand tu vas là-bas, tu as le mot générique de, par exemple, au Togo. Je vais préciser où est-ce que je vais. Quand je vais au Togo, on va m'appeler la blanche. Absolument. On va m'appeler la blanche. Mhm. Et je sais que ici, quand on me voit, on se dit, c'est pas la première chose qu'on se dit, ah tiens, c'est une Française. Non, personne se dit en me voyant, elle est française. Tu vois, Yeah. parce que, encore une fois, un Français n'est pas censé ressembler à ce à quoi je ressemble, Ou hein. tout du moins ne ressemble pas à ça dans l'imaginaire collectif Exactement. de la droite profonde. Et puis même de la, en tout cas en France, de la société, en fait. Je True, pense yeah. que personne, mais même une personne antillaise qui est censée être française, puisque Mhm. Guadeloupe, Martinique et toutes ces autres îles sont des personnes
française, je suis désolée, quand vous êtes en France de métropole, quand on vous regarde, on se dit pas, tiens, est-ce que tu penses qu'il est français? Non. Non, on va juste dire, t'es immigré, t'es noir, t'es rebeu, t'es ceci, t'es cela. Donc c'est difficile de se construire et de s'asseoir dans son identité, pardon. Après, il faut savoir que je suis en paix avec mon identité depuis plusieurs années. Hein. J'ai aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais eu de problème avec le fait d'être noir. Je me suis jamais dit ah, j'ai honte d'être noire. Par contre, j'ai jamais eu honte d'être noire. Par contre, pendant très longtemps, j'ai voulu avoir la couleur de ma mère. C'est vrai? Ouais. Là, c'est intéressant, ça. Ouais. Pendant très longtemps, j'ai voulu avoir la couleur de ma mère, j'aurais aimé avoir ses cheveux pendant très très longtemps. Mais depuis quelques années, plusieurs années, je suis totalement en paix avec ma carnation et avec mes cheveux 4C, quoi. Donc, je suis en paix. J'ai jamais voulu être blanche. C'est marrant. Ou faire partie de la majorité. J'ai jamais voulu. Je me suis jamais dit tiens, je veux être blanche. Par contre, je me suis déjà fait la réflexion de si j'avais été blanche, telle situation aurait été plus facile pour moi. Absolument. Mais je me suis jamais dit ah là là, dans cette situation-là, j'aurais préféré être blanche. Jamais. Je sais pas si tu vois la nuance. Oui, tout à fait, je la vois, ouais. Et toi, tes premiers traumas, est-ce que tu t'en souviens? Alors, écoute, je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Alors, je considère pas ça comme étant un trauma, mais c'est vrai que quand j'étais petite, je dois avoir l'âge de 10 ans, je pense, j'habitais aussi dans un quartier qui était vraiment multiculturel. Donc, il y avait énormément de nationalités, d'origines, de religions qui se mélangeaient. Et j'étais copine à cet âge-là avec des Italiens moi, je suis arrivée dans le quartier quand j'avais l'âge de 6 ans, je pense, et eux étaient pratiquement tous nés dans le quartier, donc ils se connaissaient depuis très très longtemps, depuis l'école enfantine, ce qui équivaut à la maternelle pour vous. Et je me rappelais que quand on prenait le métro pour aller à l'école, parce que puis on prenait déjà le métro pour aller à l'école, c'était juste une station, mais quand on prenait le métro pour aller à l'école et qu'ils parlaient entre eux en italien, je me disais, j'aimerais bien pouvoir participer, tu vois, j'aimerais bien pouvoir être blanche et puis avoir un zip où je retire ma peau et en fait ils se rendent compte que je suis blanche avec les cheveux bruns et puis qu'ils me parleraient aussi en italien. Mais je sais pas si, enfin, j'arrive pas à remettre d'autres choses parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup 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 de souvenirs de mon enfance que j'ai occultés et certains me reviennent. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs de mon enfance que j'ai juste enfermés dans une boîte, à tort ou à raison probablement. Et donc, il y a beaucoup de choses dont je ne me souviens pas. Mais ce n'était pas un traumatisme en soi. Un de mes premiers traumatismes d'enfant, aïe, 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 par où je commence Je pense que c'est probablement lié à notre structure familiale. Parce que donc je suis la fille aînée et la fille unique. À l'époque, on était donc 3 et maintenant 4, enfin 4 depuis longtemps, mais on va dire que toute mon enfance, adolescence, nous étions que 3. Et, donc, parents immigrés, congolais, angolais, well. Et donc, une pression, une charge que j'ai jamais pu définir avant d'être adulte. Et donc, je comprenais pas pourquoi moi je pouvais pas jouer à la PlayStation avec mes frères. Je comprenais pas pourquoi on m'appelait tout le temps à la cuisine. Je comprenais pas pourquoi quand mes parents, des fois allaient à l'église et qu'on arrivait à rester à la maison parce que si on devait les accompagner. Et quand on arrivait à rester à la maison, pourquoi ils nous disaient mais vous avez pas rangé la maison en me regardant moi. Et souvent je me disais mais c'est pas juste en fait. Donc ça, je pense, c'est vraiment la première chose où je me disais, mais pourquoi pourquoi moi? Et c'est là où je pense que mon questionnement de tout remettre en question, de tout challenger, a dû naître. C'est parce que j'étais obligée à un jeune âge à avoir des responsabilités que je n'avais pas choisies. Ça n'a pas été un traumatisme pour moi. Par contre, je suis sûre que ça a dû l'être pour mes frères. Parce que sous ma responsabilité, on a eu pas mal d'accidents.
qui, Dieu merci, ne leur ont pas coûté la vie, mais qui leur ont coûté des moments de santé. Et je me rappelle d'une fois où je gardais mes frères, mes parents étaient partis je sais pas où, un dimanche matin, et un de mes frères était super relou. Je devais avoir 10, non, parce il parlait quand même, je crois qu'il devait avoir 5 ans, donc je devais avoir 13 ans. Mhm. Celui après moi avait 10 ans, et donc, non, alors, ouais, alors attends, je devais avoir 12 ans. Celui après moi devait avoir 9 et demi, et donc après 6 something. Mhm. Mhm. Et, et donc, celui de 6 ans était juste. Enfin, il était pas turbulent en soi, mais des fois, il devenait vraiment chiant, pour parler, on va dire, un langage compréhensif pour tout le monde. Et donc, ben, moi, bien sûr, j'ai pas les outils à 10, 11, 12 ans, comment calmer ton petit frère qui est frustré parce et je comprends parce qu'on pouvait pas sortir dehors, on n'avait pas le droit de sortir forcément, on n'est que les trois à la maison. Et à la maison, les parents ne sont pas là. Et donc, je faisais comme si je jouais avec lui à la balle, en fait. J'ai prétendu lui jeter un coussin euh, dessus pour qu'il arrête de faire ses chamailleries. Et en fait, il a cru que j'allais le lui lancer, donc il s'est retourné. Et en se retournant, il a perdu l'équilibre et il s'est cogné le visage sur le rebord de la commode, ce qui lui a coûté la dent de devant. Et donc, ben, ça saigne, ça pleure. Moi, et je me sens coupable. Je me sens coupable. Ouais, Je me bah dis, oui, normal. what did I do? Parce que c'est pas le premier accident qu'on a quand on est que les trois. Je ris, mais je ris pas, mais ah. Et donc, finalement, on arrive à le coucher. Ça se trouve, il était même plus jeune que 6 ans. On arrive à le coucher avec mon autre frère. On attend l'arrivée des parents. Et là, les parents ils disent, ah oui, ça va, c'est bien passé. On est là. Non. On a eu un accident. Et c'est arrivé à bien trop de reprises, quoi. Et c'est là où je me dis que pour moi, c'était vraiment le début de beaucoup de choses. Et ça a défini ça. Et maintenant, parce que je fais un putain de travail sur moi-même, les gars. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais je pense que enfin, pas je pense, je me considère vraiment privilégiée d'avoir ce temps-là pour faire ce travail-là sur moi. Mais je me dis, oh my God! Ouais. Enfin, tu vois, tes parents, ils partent, quelque part, ils reviennent, et Dieu merci, ça s'arrêtait qu'à des accidents mineurs. Ouais. Euh, bah, yeah, ça c'est vraiment les premières choses qui ont été pour moi liées au traumatisme, et surtout de voir ton frère, on sent, on pleure, puis il faut rester calme. Ouais, Faut rester ça calme doit être pour quelque le chose quand calmer. même. So, maintenant que j'en parle, ouais, I'm like, ouf. Mais ouais, Ça doit être donc énorme. c'est les premières choses dont je me souviens des accidents qu'on a pu avoir, enfin des accidents, des traumas, enfin liés à l'enfance que j'ai pu avoir. Et après, il y a, parce que tu en parlais un peu sans vraiment le mentionner, mais il y a tout cet aspect du colorisme. Donc moi, je suis née, on a aimé me rappeler à plusieurs reprises que quand je suis née, j'étais très claire de peau, que j'étais presque blanche, la peau comme le lait. Donc pour comprendre la notion de colorisme dans nos communautés, tout ce qui est plus clair, tout ce qui est plus proche du blanc est plus beau et plus fort et plus intelligent. Mhm. Euh, donc, en partant de ce postulat-là, donc quand je suis née, donc j'étais très très claire de peau et j'ai commencé à développer de l'eczéma à 1 an et demi, ce qui a créé des plaques. J'ai encore plein de cicatrices sur le corps, ce qui a créé des plaques, etc. J'ai été hospitalisée pour ça même à plusieurs reprises, 2 reprises, Wow. durant mon enfance. Et donc, bah, ma peau s'est foncée. Alors, personnellement, je pense que j'étais destinée à avoir cette couleur de peau quoi qu'il arrive, but hey, Mhm. euh, ça dépend à qui tu poses la question. Et donc, un de mes traumas est aussi lié au colorisme et au fait que, ben, alors, je suis bien entendu pas dans une carnation de peau super foncée. En tout cas, enfin, c'est bête d'avoir un espèce de baromètre comme ça pour définir les couleurs de peau. However, j'ai beaucoup entendu de reproches par rapport à ça, de remarques.
par rapport à ça. Tu prends pas soin de ta peau, ton eczéma il se développe encore plus, arrête de te gratter et des choses comme ça. Et encore une fois, c'était jamais vraiment sans me donner les outils sur. On me disait juste arrête de gratter. Ouais, bah, I'm sorry, ça me gratte en fait. So, Et qu'est-ce que je dois faire? voilà. Donnez-moi des solutions. Merci. À part me couper les ongles à ras, ça changeait rien parce que je trouvais toujours moyen de me gratter. Bah oui. Enfin, tu vois. Et je me rappelle, j'ai eu de l'eczéma. Enfin, quand je dis eczéma, vraiment développé, plaques, euh, et donc des plaques qui saignaient quand je les grattais, au moins jusqu'à l'adolescence, donc 13-14 ans. Et je me rappelle d'une fois en particulier, on était partis en camp de ski. Et à l'époque, on n'était que deux filles dans la classe, et donc deux noirs. Et donc, on partageait la même chambre. Et il y avait eu des nuits où j'avais eu des crises horribles, où je me grattais énormément. Et où j'avais aussi perdu du sang, forcément. Et ma copine de classe, pendant que j'étais sous la douche, l'avait montré aux autres garçons. Et, What? et donc, quand on avait pris le car pour... Ah, je suis désolée. je comprends pas ce qui se passe. Quand on avait pris le car pour aller skier, les garçons avaient commencé à se moquer de moi et tout. Ils disaient, ouais, c'était règles, machin. Je ne sais pas si j'étais déjà réglée à ce moment-là. Je pense que j'étais probablement réglée, mais bon, c'était pas mes règles parce que forcément, ça ne ressemblait pas à des pertes Ouais. menstruelles. Mais, ouais, donc j'avais été moquée par rapport à mon eczéma. Et, euh, et apparemment, c'est encore un trauma. Ouais, bah oui. Parfois, on pense qu'on a réglé des choses et c'est pas le cas. Exactement. Exactement. Donc ouais, ça c'est pour mes traumas d'enfance et liés à ma peau. Je vais même pas commencer à parler des traumas que j'ai pu avoir liés à mon poids, parce que toutes les choses que j'ai pu entendre jusqu'à aujourd'hui, ça reste dans ma tête. Bah Et oui. ça, par contre, je sais que c'est quelque chose que j'ai guéri, qui est derrière moi, mais c'est quelque chose qui m'habite au quotidien. Vraiment, je pense tout le temps à ça. Si par exemple je passe une journée où j'ai trop mangé, je me dis ah mais qu'est-ce que dirait un tel? Parce que forcément, c'est des commentaires que j'ai entendus dans le cercle familial par des membres de ma famille et par les personnes qui nous entouraient quoi. Et, euh, et aujourd'hui, quand ces personnes qui me connaissent depuis que je suis enfant me voient, ben, les réflexions ne s'arrêtent pas. C'est du genre, ah, mais t'as tellement changé. Ah, mais je t'ai pas reconnu. Ah, mais t'as grave perdu. Ah, mais et I'm like, I didn't lose any weight, actually. Ouais. Enfin, Surtout, on vous a pas sonné les cloches en fait. ça, c'est la première chose, quoi qu'il arrive. But it's just like, I was just a kid anyway. Et comme beaucoup d'enfants, en tout cas pas dans ma famille parce que j'étais la seule en surpoids, mais comme beaucoup d'enfants, ben, quand tu grandis, tu prends du poids ou tu es juste un peu plus rond que la normale, sachant que en plus à l'école, et ça c'était à l'école primaire, donc on avait 6-7 ans, on était trois dans la classe considérés comme en surpoids, et on avait été envoyés en fait on avait 1 heure de gym en plus sur notre horaire hebdomadaire qui était lié, donc c'était comme une gym arithmétique pour nous faire perdre du poids. Non, pardon. Absolument. C'est l'école qui avait mis ça en place? L'école. Parce que t'es pesé régulièrement. Comment Enfin, ça t'est pesé? on était. Bah, après, je sais pas comment ça fonctionne. Ça, c'était. Putain, moi, c'était à plus de 32 piges, hein, ça, je te raconte. Euh, donc, C'était oui, pas à on avait l'école de été. faire ça. Bah, apparemment. Waouh, je suis C'était probablement des choquée. choses qu'ils font plus maintenant. Ouais. Mais back then, apparemment, c'était quelque chose qu'on est courant. Je sais qu'on était trois, en tout cas, à suivre ces classes-là parce qu'on était considérés comme étant en surpoids pour notre âge. On avait la courbe, tu sais, la courbe du poids où tu es censé Ouais, je être, vois, etc. ouais. Puis on était au-dessus. Ok. So, yeah, yeah.
cette partie-là, I mean, I'm okay with that now. Ah, c'est fou. Yeah. C'est fou parce que j'aimerais rebondir sur le poids. Mhm. Euh, Alors, le poids, si tu veux, moi, par exemple, côté familial, ça n'a jamais été un problème parce que je suis d'une famille de gros. Mhm. Alors, tout le monde n'est pas gros, mais il y a une grande partie de ma famille où les gens sont en surpoids, considérés par la médecine comme obèses et certains même obèses morbides. Ok. Euh, Moi, le poids, j'ai eu des remarques parce que adolescente, j'ai pris énormément de poids. J'ai pris 20 kilos en 2 mois quand j'étais dans ado. Mhm. Dû à un trauma qui, jusqu'à aujourd'hui, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui m'a marqué au fer rouge pour, je pense, pour toute ma vie. Et en Mhm. fait, à l'école, on s'est un peu moqué de moi par rapport à cette prise de poids, mais je pense que la personne qui s'est fait le plus de mal par rapport à cette prise de poids, c'est moi-même. Mhm. Jusqu'à aujourd'hui, je sais que bah, les kilos que j'ai perdus, je les ai repris en très peu de temps, il y a quelques années maintenant, dû à, je sais pas comment, c'est pas un trauma, mais on va dire que c'était dû à du harcèlement au travail. Mhm. Et en fait, aujourd'hui, je sais que je suis dans une phase d'hyperphagie. Alors, qu'est-ce que l'hyperphagie? C'est quand tu manges beaucoup. Tu Mhm. manges beaucoup, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, t'as pas forcément de sensation de satiété, et tu manges, tu te rends compte que tu manges même des trucs que t'aimes pas pour te remplir, et en fait je vois que je prends du poids, et en fait c'est moi je pense pas que ce soit, c'est moi qui me fais du mal en me disant, oh là là, euh, qu'est-ce que les gens vont en penser, ah, est-ce que je vais encore rentrer dans mes vêtements Mhm. euh, Même moi, je me vois grossir. Enfin, je me vois grossir. J'arrive pas à perdre du poids et en même temps, est-ce que je fais en sorte d'en perdre? Après, je me pose la question de, mais est-ce que je suis vraiment si mal que ça avec le poids que j'ai pris? Euh, c'est très compliqué, mais je comprends ton point de vue dans le sens où c'est vrai que c'est fou comme la famille peut nous détruire en fait. Absolument. Mais tu vois, et c'est là encore où on en vient à, à- quand tu disais ça peut être infligé de façon accidentelle, c'est parce que, bien entendu, ça ne D'une part mauvaise pas intention. de base, d'une intention de base, parce que il y a une expression, si tu sais me la traduire, c'est cool, qu'on appelle tough love, et c'est vraiment, on va dire, de donner de l'amour par, par étant plus dur, par étant, Ouais. tu vois, ça veut dire, on va pas te faire un compliment, on va pas te dire, par exemple, ah, j'aime bien ce que tu portes aujourd'hui, on va dire, ah bon, au moins t'es mieux habillé qu'hier. Sinon, c'est même pas du tough love, là, c'est de la méchanceté Non, mais pure et non, mais je vois, gratuite. je vois Mais c'est le mécanisme, par exemple, encore un de mes traumas d'enfance, c'était, alors j'ai jamais vraiment aimé l'école, j'ai jamais vraiment fait d'efforts pour l'école, et donc j'avais pas de notes assez bonnes selon mon père. Et donc, j'étais souvent comparée aux autres. Euh, Regarde comment lui, il étudie, regarde comment elle étudie, regarde ta voisine en haut, elle a toujours des bonnes notes, toi, t'as pas des bonnes notes, etc. Et donc, ça, c'est un traumatisme aujourd'hui qui me reste dans le sens où, indépendamment du syndrome de l'imposteur que j'ai développé en étant adulte, je l'avais probablement déjà à ce moment-là parce que même si j'avais des bonnes notes, j'avais pas le sentiment que j'avais mérité cette note-là, que j'avais pas travaillé assez. Ou alors, euh, le fait que parce que j'avais pas des bonnes notes, je me fasse réprimander, punir, etc. Forcément, tu dis, ben, déjà, tu as ce sentiment de te dire, ben, on m'aime pas parce que je ramène pas des bonnes notes. Donc, tu rattaches l'amour parental à, bah, à tes notes, à une situation, etc. Et donc ça, je sais que jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel je dois beaucoup travailler parce que tu te compares forcément aux autres. Les autres, ils en ont rien à foutre de toi. Et ça, c'est un truc qu'il faut que, enfin, non mais c'est vrai. Non mais Non, ce que oui, j'essaie de mais dire, c'est c'est vrai, que c'est tellement vrai. les, tout le monde est sur son nombril. Tout le monde est focalisé sur lui-même. Maintenant, en étant focalisé sur toi-même,
tu te dis, ah, mais est-ce que les autres vont penser ceci? Est-ce que je fais aussi bien que les autres? Est-ce que les autres, quand ils me regardent, ils voient aussi ce que moi je fais? Et ça, pour moi, pour mon expérience, c'est 100% lié au fait que, comme je ramenais pas de bonnes notes, d'assez bonnes notes, je tiens à préciser parce que pour moi, mes notes étaient bonnes, d'assez bonnes notes aux yeux de mon père, forcément, eh ben, j'étais pas assez bien, tu vois, je faisais pas les choses assez bien. Et s'il me réprimandait assez fort et que la fois d'après j'avais une bonne note, et ben lui, elle liait ça au fait que comme j'avais été punie, c'est pour ça que j'avais une meilleure note après. Et donc forcément, D'accord. moi j'intègre ça aussi aujourd'hui. Enfin, c'est des choses. Alors, tu vois, il y a la différence vraiment entre guérir ces traumas et trouver des débuts de résolution dans le sens où c'est des choses pour lesquelles j'ai trouvé des résolutions. J'ai pas trouvé de solution, j'ai pas guéri ça, mais ben et ça s'entend forcément dans mon discours. J'ai aucun problème avec ça anymore, parce qu'il y a aussi ce côté où euh, le trauma vit dans l'ADN, c'est-à-dire que c'est probablement comme ça que lui il a été éduqué à l'école ou avec on va dire, comment est-ce qu'il a grandi, parce qu'il n'a pas non plus grandi avec ses deux parents au même moment, etc. Donc, il y a probablement, enfin, le truc, c'est qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de courir si on ne le prend pas à marcher. Et Mhm. forcément, si on t'a pas appris la bienveillance, l'amour et, euh, et la gentillesse, tu peux pas donner ces choses-là de façon, on va dire, Saine. saine, naturelle. Tu vois, c'est pas ancré en toi. Ce qui va être ancré en toi, c'est que t'as pas une bonne note, on t'en fout une. T'as pas fait ci, t'es puni. T'es l'aîné, tu dois être responsable. Il faut savoir que dans ma famille, mes deux parents sont aînés de leur fratrie. Donc forcément, Ok. ça induit aussi déjà eux-mêmes une responsabilité qu'ils avaient, qu'ils m'ont transmise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, c'est pas un trauma en soi, mais je sais que c'est lié. Lorsque j'ai un problème, j'en parle pas, parce que j'ai toujours été en position d'aîné. T'es toute seule en fait, et tu t'occupes d'enfants que t'as pas choisi d'avoir. C'est pas mes enfants, mes frères. Mais Ouais. je dois être en position d'avoir une figure d'adulte sur l'instant T et donc de tout savoir, de pouvoir faire, d'anticiper quand il y a besoin d'anticiper. Et la dernière fois que mon père m'a fait une remarque par rapport à ça d'ailleurs, c'était peut-être l'année passée je pense ou il y a 2 ans, et il me disait genre ah mais qu'est-ce que vont manger tes frères? Je dis ben j'en sais rien, c'est des adultes, ils vont se faire à manger. Il me dit ah mais quand même t'es la deuxième maman. J'ai fait alors là on s'arrête tout de suite. Non. Moi j'ai mis personne au monde, c'est pas mes enfants. Ce sont mes frères, et en plus ils sont adultes. S'ils ont faim, ils se feront à manger. Et c'est vraiment la toute dernière fois où il m'a fait une telle remarque par rapport au fait d'être une deuxième maman. Mais ça aussi, ça va être Ah. un sujet que j'élaborerai plus lorsqu'on parlera du thème nullipare, par exemple. Mhm. Mais effectivement, voilà, ça a aussi été un trauma pour moi. Du fait que parce que je suis une fille, parce que je suis l'aînée, parce que probablement mes origines subsaharienne rentre en compte, je dois, par définition, tenir une maison, faire à manger, être, moi j'aime dire l'esclave, mais je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais still, être Ouais. la Ok. slave. But, you know, I mean, Oui, je vois ça, ce que tu veux c'est dire. ce qui me permet de pouvoir un peu retirer tout le côté dramatique de ça. Et je finis je fais un dernier parallèle et ensuite je te rends la parole. Hier, j'étais déjeuner avec une très bonne amie à moi. On s'est pas vu depuis longtemps et donc elle me disait ah t'enregistres bientôt un nouvel épisode. J'ai dit oui, demain on enregistre sur les traumas. Et là, on s'est fait une petite session thérapeutique entre nous, c'est-à-dire que Mhm. ben son format familial est très différent du mien. Elle est la dernière, elles sont 3 filles. Cependant, il y avait beaucoup de similitudes dans ce qu'on a pu vivre en tant qu'enfant, ado et même adulte aujourd'hui. Et le jour d'avant, j'étais à un anniversaire surprise et j'ai rencontré l'une des amies d'enfance de la personne qu'on célébrait, qui pour le coup, on a 13 ans d'écart. Elle est aussi congolaise. On a, en termes de format familial, des similitudes. Sauf que elles ont un frère aîné et elles sont 3 filles ensuite, et moi, donc je suis l'aînée et 3 garçons ensuite. Mais les similitudes de son récit, I was blown away parce qu'on a Mhm. littéralement 13 ans d'écart. But on a vécu des choses
plus que similaires, en fait. C'est des choses que j'ai vécues et qu'elle a vécues, sachant le Ouais, nombre la d'années différence, ouais. d'écart qu'on peut avoir. So, I think c'est aussi notre responsabilité de choisir, si de pas guérir, de ne pas reproduire, mais on se pose les questions pourquoi. Parce que de ne pas te poser la question pourquoi je ne veux pas reproduire quelque chose que j'ai vécu, c'est un peu le mettre aussi sous le tapis Hmm. et en soi peut-être reproduire quelque chose de tout aussi néfaste. Tu n'as pas questionné pourquoi ce que tu as vécu en tant qu'enfant, t'as marqué, t'as traumatisé, t'as blessé et t'as construit comme tu es aujourd'hui. Tu as décidé de, ok, ben, je le mets de côté et puis je sais que je serai pas pareil. Cependant, parce que tu t'es pas posé la question, tu peux arriver à reproduire des choses tout aussi néfastes sans pour autant que ce soit la même chose que ce que tu as vécu. Ouais. So, yeah, um, les traumas, de mon point de vue, je sais qu'on peut pas tout guérir, mais d'avoir vraiment cette liberté de choisir, de se poser la question, de choisir, bien sûr de ne pas reproduire, mais de guérir, je pense que c'est là où tu arrêtes la transmission Oui, clairement. Très clairement. Très dans le clairement. processus de parentalité, en tout cas. Ouais. Bah, tu vois, c'est marrant parce que, comme tu le disais si bien tout à l'heure, c'est que bah, nous, on a deux schémas familiaux, deux schémas familiaux différents. Mhm, Dans le sens où, bah, comme tu le disais tout à l'heure, moi, je suis enfant unique. Et en fait, pendant que tu parlais, j'ai réalisé que... Alors, je suis enfant unique du côté de ma mère. mhm, Du côté du père, on est cinq. Et je suis la dernière. Les quatre premiers sont des garçons. Bon, c'est très compliqué, je les ai connus super tard. J'ai toujours su qu'ils existaient, mais je les ai connus super tard. Pour au final être très proche du dernier des garçons, mhm, où on ressemble énormément. Alors physiquement, aucun d'entre nous ne se ressemble. On n'a rien en commun. Mais avec le dernier des garçons, en tout cas, mentalement, on se ressemble énormément. Et en fait, j'ai réalisé un truc, c'est que, par exemple, j'ai une de mes tantes qui a eu 6 enfants. Ben, même avec elle, si tu vois, avec mes cousines, j'ai grandi un peu, avec mes cousins cousines, j'ai grandi un peu comme si on était une fratrie. Et mhm, encore une fois, je suis la dernière. mhm. J'ai une autre de mes tantes qui a eu 6 enfants, 3 filles, 3 garçons. Et en fait, encore une fois, je suis pareil. Quand j'allais en Afrique, c'était un peu comme si je faisais partie de leur fratrie. Et encore une fois, je suis la dernière. Et en fait, Mhm. j'ai réalisé que je suis souvent la dernière bah, de mes cousins, cousines, machin et tout. Et, euh, et donc, je sais pas si j'ai pas voilà, c'est des choses que ce que toi t'as vécu, c'est des choses que je connais pas. C'est des choses que j'ai pu constater euh, plus tard par rapport à mes cousines qui étaient souvent bah, les premières. Mhm. J'ai une de mes cousines qui est la première de sa fratrie et sa vie a été un total chaos. Mhm. Et c'est maintenant à plus de 50 ans qu'elle a décidé d'arrêter, Mhm. d'essayer avec sa fratrie. Mhm. Donc, franchement, je la soutiens de tout mon truc. Mais à contrario, d'avoir été enfant unique, d'avoir souvent été la dernière, bah, je me suis souvent sentie seule. Mhm. Je me suis souvent sentie seule. J'étais pourtant une enfant qui aimait jouer. J'adorais les jeux de société. Mais quand t'es enfant seul, comment tu Ouais, fais pour jouer à des jeux de société? ouais, c'est ça. Donc, j'ai appris à m'amuser seule. Après, j'ai pas été élevée comme une enfant unique roi, reine. Tu vois, j'ai pas été l'enfant Pour y roi à gâter. qui non, parce que malgré tout, j'ai cette double culture française-africaine. Je mettrais même africaine en premier avant française, Mhm. puisque mon éducation française, je l'ai eue bah, à l'extérieur du cocon familial. Donc ouais, j'ai pas été l'enfant roi, on m'a pas tout donné, on m'a plutôt inculqué les valeurs des choses, que si tu veux ça, bah il faut s'en donner les moyens, que on peut pas tout avoir comme du pain béni, tout ça. Mais ouais, je me suis souvent sentie seule. J'ai souvent cherché, alors que j'en manquais absolument pas. J'ai beaucoup cherché l'affection, l'attention. Euh, euh, je pense que enfant, j'étais beaucoup moi-je, moi-je. Mhm. J'avais besoin qu'on me voie.
Mhm. Et en grandissant, je suis devenue quelqu'un où je fais tout pour qu'on ne me voit plus. Mhm. C'est marrant, mais ça c'est dû à un trauma que j'aimerais partager, que j'ai vécu à l'école, parce que contrairement à toi, si tu veux, là je suis en train de réfléchir, j'ai pas vécu beaucoup de trauma familial, Mhm. mais 98% de mes traumas viennent de l'extérieur. Mhm. Ça a été par des gens que je connaissais pas forcément, et surtout à l'école. Il y a une J'ai absolument aucune honte d'en parler. Je pense que c'est très important parce que c'est souvent encore un sujet tabou. Mais Mhm. le harcèlement scolaire, Mhm. j'ai vécu 4 ans de harcèlement scolaire au collège. Et je pense que c'est important d'en parler puisque t'entends aujourd'hui que t'as des gamins de 9, 10, 11, 12 ans qui sautent la vie en fait à cause de ça. C'est ultra grave. Donc ouais, j'ai vécu 4 ans de harcèlement scolaire, au point où, comme je disais tout à l'heure, j'ai pris 20 kilos en 2 mois. J'ai Mhm. été déscolarisée les 3 derniers mois de la cinquième. Mhm. Ce qui Euh, équivaut à par- quel âge, s'il te plaît? alors, en sachant que moi j'ai redoublé, je suis rentrée au collège, je suis rentrée en sixième, j'avais 12 ans. Parce que tu Ok, rentres en sixième à 11 ans, ok, normalement, et je suis rentrée en sixième à 12 ans. ok. Ouais, 13 ans, 13 14 ans. Ouais, j'ai été déscolarisée pendant 3 mois et hospitalisée. Parce que faut savoir que ce harcèlement scolaire est parti tellement loin. Alors, c'était que du psychologique et du verbal. J'ai pas été agressée physiquement. Mhm. Mais quand tous les jours, et Mhm. j'insiste sur tous les jours, on te dit que tu es moche, que tu ne Mhm. sers à rien, que tu devrais te tuer, que la planète sortirait mieux sans toi, que tu sers à rien, que t'es une merde, euh, ouais, tous les jours on te fait comprendre que t'es rien en fait. Mhm. T'es rien, tu comptes pas, ton existence n'a aucun intérêt, que après on t'attaque sur ton physique parce que bah moi je mangeais pour me réconforter, donc j'ai pris beaucoup de poids. Après donc on m'a beaucoup attaqué sur mon Sur physique, ton physique. Mhm. euh, sur ce à quoi je ressemblais. Comme je ne me sentais pas bien, faut savoir que je cherchais à me cacher derrière les vêtements. Il pouvait faire 40 degrés dehors, je portais un manteau pour me cacher. Mhm. Et ben en fait on m'attaquait là-dessus aussi. Je sais pas si c'est un truc qui se faisait quand tu étais au collège, mais en fin d'année, en fait, tu faisais circuler ton agenda pour que les gens écrivent des mots Mhm. dedans. Moi, je Mhm. faisais tout pour que mon agenda ne circule pas, mais tu avais toujours un connasse ou une connard qui prenait ton agenda pour le faire circuler. Et Mhm. attention les mots que moi on me mettait. Ouais. Faut savoir que c'est des agendas que j'ai gardés très longtemps, même après le collège, que j'ai gardé très longtemps. Je suis retombée dessus, je les ai relus, les mots. Et en fait, ça m'a encore pulvérisée à ce moment-là. Et Mhm. pourtant, j'étais déjà adulte. Et c'est des mots, en fait, qui m'ont encore pulvérisée. Je pense honnêtement qu'aujourd'hui, j'en parle de façon ouverte, mais je suis pas guérie. Mhm. C'est des choses, je pense que honnêtement, le harcèlement scolaire, je pense pas qu'on puisse à mon point de vue personnel, en tant que Raïssa, je pense pas pouvoir en guérir. Mhm. J'apprends à vivre avec. Mhm. J'apprends à ne pas écouter toute cette petite voix dans ma tête. Mais je pense pas pouvoir en guérir un jour parce que c'est parti tellement loin. Euh, Il y a plein. C'est 4 ans de vie. J'ai des trous. Je m'en souviens pas. Mhm. Je me souviens pas de ce qui s'est passé. Je sais juste que j'ai été hospitalisée, que j'ai été hospitalisée en pédopsychiatrie, que j'ai été suivie pendant des années. Euh, mais il y a des gens, je m'en souviens pas. Il y a des moments où je me souviens pas. Je m'en souviens pas. Le cerveau a ce pouvoir de te faire oublier des situations pour te préserver. Euh, Dieu merci. ouais, ouais, parce que c'est complicado. Donc c'est Absolutely. des traumas qui, avec la vie, maintenant, on, on a presque le même âge, toi et moi, donc bientôt, je vais avoir 40 ans aussi, et c'est des choses où, en fait,
qui me restent encore derrière la tête, quoi. J'entends encore des Bien trucs sûr. Mhm. quand je fais quelque chose, c'est est-ce que c'est utile, est-ce que ça a de l'intérêt, euh, euh, au début du podcast, tu posais la question de comment t'aimerais qu'on se souvienne de toi. Mhm. Donc ouais, c'est pour ça que je dis j'aimerais qu'on se souvienne de moi en tant qu'une personne aimante. C'est que j'ai beaucoup souffert, T'as quand même mais aimé. ouais. Mhm. Parce qu'en fait, la seule chose que je demandais, moi, c'est d'être aimé, en fait. Mm. C'est d'être aimé. Par exemple, au début, quand on a eu l'idée du podcast et que tu as sous-entendu, enfin, tu as proposé qu'on fasse un podcast version filmée, j'ai dit oui, mais plus tard, je t'ai expliqué que pour moi, c'était super difficile de me Bien montrer. sûr. C'est Mhm. aussi pour ça que sur mon Insta perso, on voit pas mon visage, par exemple. Jamais. Parce que I know. je m'étais dit, ouais, moi, je pleure pas. Girl. On est là. On n'est jamais à l'abri d'une petite larmichette, let me tell you. Ouais, But oui, ouais, oui. on est là et tout. Mais ouais, c'est compliqué. C'est compliqué de se montrer, d'accepter qu'on nous voit, quoi, en fait. Moi, pour moi, c'est compliqué qu'on me voit. Mm. C'est pour ça que je suis quelqu'un qui sort pas beaucoup. Je... Et pourtant, à contrario, c'est compliqué pour moi qu'on me voit. À contrario, je suis très tatouée. Mhm. Donc, on me voit. Euh, j'ai appris à accepter d'être le mouton noir de la famille Mhm. parce que je suis très tatouée, j'ai pas d'enfant, j'ai That tendance à dire les part. choses. Mhm. Voilà, j'ai décidé de pas avoir d'enfant, j'ai tendance à dire, eh, vous me cassez les couilles en fait. Mhm. Et culturellement, quand You can't. euh, ça ne se dit pas, Absolutely not. tu dis pas aux gens, Tu es j'en ai impoli. rien à foutre. Mais bien sûr, Mhm. t'es bien sûr. Il faut savoir que d'apprendre à dire j'en ai rien à foutre, j'ai dû éduquer ma mère par rapport à ça, dans le sens où fallait, comment dire, parce que quand tu es considéré comme un enfant impoli, la Mhm. personne qui va en prendre pour son grade, c'est tes parents. Oui. Tes parents, ils t'ont mal éduqué. Donc moi, Mhm. j'ai dû Donc tu éduquer leur mets ma la mère sur le honte. fait, voilà, j'ai dû éduquer ma mère sur le fait que oui, je suis tatouée et que ça doit poser de problème à personne, et que si ça leur en pose, maman, viens, on apprend, toi et moi, à s'en foutre. Mhm. Donc, bon, je m'éparpille, je digresse comme d'habitude, mais Par contre, tu vois, je rebondis rapidement, excuse-moi, c'est que ce sentiment de honte et de faire honte à tes parents. Il y avait d'ailleurs une de nos mutues qui avait posé la question il y a quelques temps déjà, je sais pas si c'était déjà même cette année, mais bref, où elle demandait est-ce que vous, quand quand vous vivez vos vies, etc., et que vous êtes dans la rue, etc., est-ce que vous avez encore un peu cette appréhension par rapport à votre famille? Je sais plus comment est-ce elle a mentionné la question, mais je vais essayer d'être plus clair dans la réponse que je lui ai donnée. C'est-à-dire que ce sentiment de honte et de faire les choses bien parce que les gens de l'extérieur peuvent aller rapporter à tes parents qui t'ont vu et fiantant et machin, moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai eu du mal à me détacher jusqu'à ce que j'aille vivre à Paris. Et ensuite, lorsque je suis rentrée vivre en Suisse, euh, j'avais plus la même appréhension. Cependant, quand je suis rentrée vivre en Suisse, je suis restée 4 mois chez mes parents. Et j'ai peut-être mentionné, mais mes parents ont un magasin à Lausanne. Et donc, t'es toujours, les gens dans la rue peuvent me voir, ils m'appelleront par mon nom de famille, parce que c'est le nom du magasin. Donc, tu es toujours associé à tes parents. Et donc, dans ma réponse à notre mutu, je disais que effectivement, quand je suis à Lausanne, je suis hyper alerte à comment je me move, à comment je bouge là, comment je marche. However, et c'est pour ça que pendant 10 ans, j'avais plus cette conscience-là,
c'est que quand je suis à Zurich, I don't really give a shit. Because c'est les seuls moments où je peux être moi, où je suis pas rattachée à mes frères, où je suis pas rattachée à mes parents, où je suis pas rattachée au magasin. C'est le seul moment où je suis Lisa, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi, enfin, je l'avais expliqué, j'ai un prénom composé, mais je préfère qu'on m'appelle Lisa déjà, un, parce que c'est plus simple en termes de prononciation, mais aussi parce que ça me permet de prendre un peu de distance avec tout ce que mon nom de famille comporte dans la communauté, dans notre communauté à Lausanne. Ah, c'est marrant ce que tu dis. Mhm. Parce que euh, ce que tu vis, moi, c'est plutôt quand je suis en Afrique que je le vis. Mhm. Mhm. Puisque au Togo, je vais raconter un peu ma vie, mais je fais partie des plus grandes familles du Togo. Mhm. Et, et adolescente, ouais, je faisais attention. Parce que bah, tout le monde connaît tout le monde. Et t'as même pas le temps de rentrer chez toi, que les gens chez toi, ils sont déjà au courant de ce qui Exactement, s'est passé, tu vois. exactement, Donc, ouais, exactement. adolescente, je faisais très attention. Mhm. Maintenant, adulte, et même Je t'en jeune fous. adulte, ah, mais en Afrique, Ah, mais j'en ai plus t'as rien à raison, foutre. En mais t'as plus, raison. vu comment je suis tatouée et vu comment le look que j'ai, je sais que ça va parler, je sais que ça va Mhm. jaser, je sais Ça que va les pas gens, plaire, ça va pas etc. plaire, Oui, et bien maintenant, sûr. j'en ai plus rien à foutre. Par contre, Mhm. en France, moi, enfin, ça va être le regard des autres. Mhm. Même si je me persuade que j'en ai plus rien à faire, parfois quand je me pose et que je me regarde, en fait, je pense que j'en ai encore quelque chose à foutre parce que Bien sûr, bien bah, sûr. par exemple, c'est un truc, bah, tu sais, quand tu es dans la rue, tu ne te vois pas. Mais on Ouais. me fait souvent la remarque que j'ai le visage froissé, Mhm. que j'ai, voilà, que j'ai absolument pas l'air avenante, que quand on me Mhm. croise dans la rue, on n'a pas envie de venir me parler. Et en fait, c'est un truc que j'ai développé et que, comment dire, que, en gros, je le fais un peu plus fort, quoi. Mhm. Euh, parce qu'en fait, c'est une façon de me protéger. De te C'est une façon de me protéger, bien protéger. sûr. Voilà, c'est une carapace de me dire, Mhm. si j'ai pas l'air avenante, les gens vont pas venir me parler. À part me dire que ouais, j'ai une gueule de connasse ou que je me la raconte. Ça, comme je sais que c'est pas ce que je suis, Ouais, ça par ça contre, passe. Ouais, bien sûr. C'est ah, au-dessus de ta ça tête. me Mais tu complètement, vois, tu vois. ça, c'est. Je vais rebondir à nouveau. Et après, il va falloir qu'on wrap up parce qu'on est déjà à plus d'une heure. Mais c'est aussi quelque chose que j'ai développé en étant enfant, c'est que comme j'étais ben, souvent isolée au final parce que je ne peux pas faire ce que mes frères faisaient, je devais être dans la cuisine avec ma mère, enfin, je devais avoir ce rôle de future épouse alors que j'étais adolescente. J'ai commencé aussi à beaucoup me renfermer sur moi-même, à rester que dans ma chambre. Et c'est pour ça que la musique a une place, je pense que la musique a une place importante pour beaucoup de monde, sincèrement. En ce qui me concerne, la musique, la musique et ma personnalité sont liées à presque, je sais pas, presque 100%, parce que c'était les seuls moments où j'avais l'impression où je pouvais vraiment être moi quand la porte était fermée, ou que j'écrivais dans mon livre intime et je pouvais écouter la musique que j'aimais et que je pouvais faire mes chorégraphies de façon bancale comme je le voulais et que je pouvais coudre mes vêtements pour mes Barbies et que je pouvais lire mes magazines en paix. C'est pour ça que j'aimais être seule et je pense que c'est là où j'ai développé aussi mon acceptation à la solitude parce que je devais tout le temps faire des trucs pour tout le monde et que j'en avais pas envie. Et maintenant, en tant qu'adulte, et vraiment de façon très drôle, ça fait pas longtemps que je me rebelle par rapport à ça, mais quand on me demande de faire un truc par défaut parce que ben je suis l'aîné ou quoi, je dis vous avez plein d'enfants, sincèrement, vous pouvez pick and choose. J'ai pas à être celle qui Mm, doit faire en fait. ouais. Tu vois. Et pourtant, et même d'en arriver, et il y a toujours un peu cette petite arrière-pensée qui dit ouais mais you know, be nice. Et c'est pour ça aussi que Mm. tu mentionnais dans l'épisode de l'amitié que tu étais quelqu'un que tu te voyais comme une people pleasing. Et c'est pour ça que j'ai développé ce côté de jamais vraiment dire ce que je pense parce que je sais que je peux trancher et que je vais être considérée comme étant méchante. Et que si je dis vraiment ce que je pense, ça veut dire que je suis impoli, je suis ceci, je suis cela, je suis cela. Donc je reste calme et je souris et puis et on passe Mais à autre chose. ça, je pense qu'il faudrait carrément un épisode sur le fait de pas dire les choses telles qu'on a envie de les dire. Mm. Parce que
Je suis un peu pareil, c'est que moi je suis quelqu'un de Mhm, très sarcastique et comme tu l'as si bien dit, comme diraient nos familles, c'est que je suis impoli. Je suis mhm, considérée comme une personne impolie dans ma famille parce que j'en ai rien à foutre. Vraiment, vous mhm, me cassez les couilles, je vais vous le mhm, dire en fait. Ou en tout mhm, cas, je vais essayer de vous faire comprendre. Moi, je me suis déjà fait insulter par des cousines parce que mhm. comment j'ose leur parler comme ça. Et surtout, quand t'es considéré, enfin, quand t'as l'âge qu'on a et que t'as pas d'enfant, t'es pas considéré comme un adulte. Ça, Un ou vraiment, une garde adulte. ta pensée pour l'épisode Nullipare, parce que là, Ouais. on va avoir des choses à dire. Voilà, on a Comment trop te de choses à dire dire. que... Et on peut pas faire trop non plus. So, Non, non, c'est le vrai. mot de la fin, T'as raison. Raissa. Donne-moi le mot de T'as raison. la fin avant d'aller au Euh, reco. je dirais que nos traumas nous construisent en tant qu'adultes. Mhm, Euh, Ça nous construit. C'est indéniable, ça nous construit. En tant qu'adulte, c'est des choses qu'on peut garder à vie en cicatrices cicatrisées ou en blessures encore vives. mhm. Parfois, on pense qu'on a des traumas qu'on a guéris et qu'on est entre guillemets en paix dessus. Mais là, en fait, on se rend compte que en fait, c'est pas forcément le cas. Girl, C'est pas forcément le cas c'est clair. et ça peut être très complicado. C'est ça. C'est pas Je facile. pense que non, c'est pas facile et je pense que c'est important, je vais mettre des guillemets sur le mot important, que si on a une personne, dont- une ou des personnes dont on est vraiment très proche, peut-être en parler, peut-être en parler, euh, parce que parce que parfois on peut se rendre compte que quand on en parle aux gens qu'on aime, peut-être que elle aussi elle a vécu ça, elle ou il a vécu ça et que on peut s'entraider. Mhm. Après, je pense pas que des amis ou des membres de sa famille soient des professionnels de la santé mentale, donc faut Bien pas non plus sûr. attendre Non. d'eux qu'ils nous guérissent Non, parce que certainement pas, non. c'est pas le cas. Non. Mais en parler et ouais, je dirais que je sais pas. En fait, c'est compliqué. J'ai pas vraiment de mot de la fin. Je dirais juste que les traumas, c'est des choses qui nous construisent en fait. Mm. Je... Ça en fait partie en tout cas. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a des choses positives, Non, il y bien a sûr, bien l'amour, sûr, bien sûr. l'argent ou que sais-je qui nous construit. Mais en tout cas, les traumas font partie des choses qui nous construisent en tant qu'adultes. Et que ça peut, si on se penche sur ça, on analyse tout ça avec ou non un professionnel de la santé, on peut comprendre pourquoi on est comme on est aujourd'hui et ce qui peut nous emmener à faire telle ou telle chose ou prendre telle ou telle décision, quoi. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu dirais? Je pense que comme pour beaucoup de choses, c'est un choix. Choisissez, choisissez-vous avant toute chose. Choisissez de vous aimer assez pour entreprendre un chemin de guérison. Choisissez-vous pour vous aimer assez de vouloir guérir, parce que, et Waouh! on l'a bien vu dans cet Waouh! épisode, Ouais, il y a des chemins, enfin, on s'attend jamais à ce qui peut nous déclencher des réactions vives. J'attendais pas à pleurer parce que des copains de classe s'étaient moqués de moi parce que je perdais du sang alors que je me grattais. Apparemment, ça m'a marqué plus que ce que je le pensais. Mais quoi qu'il en ouais. soit, c'est un choix de vouloir guérir. Et comme je disais précédemment, j'ai fait ce choix de m'aimer assez pour entreprendre un chemin de guérison. J'y suis très loin. Simplement, là, maintenant, tout de suite, j'ai au moins des résolutions. J'ai au moins des cas de conscience où je me dis, OK, ça, je peux pas tenir rigueur à telle ou telle personne parce que, ben, il y a beaucoup de choses. Il y a l'immaturité, il y a les conditions familiales, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Je choisis de pardonner et de passer à autre chose. Ça me pose un peu plus problème. Faites-vous aider aussi, comme disait Raissa, par un personnel de santé qualifié. Ça prend du temps de trouver un bon psy, un bon thérapeute, mais ça vaut le coup. En ce qui me concerne, et ça a été le début de ma guérison, c'est d'avoir été suivie par une psy pendant presque une année. D'ailleurs, je vais la rappeler parce qu'apparemment, on a encore des choses à travailler. Faites-vous aider si vous vous en sentez le courage et si vous choisissez de le faire pour vous-même. Entreprenez tout ce que vous allez entreprendre dans votre vie, et ce, malgré les traumas, il faut que ce soit pour vous. Quoi que ce soit. C'est là où être égoïste
peut, peut littéralement vous sauver la vie. Oui, oui, mais complètement. All right. Raissa, Waouh, waouh, avant qu'on waouh, passe au waouh. recours, Ouais. ou pas du tout, en fait, on va passer au recours parce qu'on a bien assez parlé. Mhm. Tell me what you have for us. Moi, ma première la reco, tout en majuscule, Mhm, pour ma part, c'est d'aller voir un ou une professionnelle, mhm. un psychologue, un psychiatre, un psychothérapeute, ou Un groupe de parole, un something. groupe de parole, trouver une activité qui vous aide à vous évader, écrire, dessiner, peindre, danser, chanter, pleurer, euh, tout ce qui peut vous aider à extérioriser euh, cette boule noire en vous, faites-le. Faites-le, c'est trop important parce que vouloir mettre les problèmes sous le tapis, ah tiens, boum, ah non, je vais le cacher là, Ça marche pas. ça marche Tu pas, ça trébuches. finira toujours, et ça finira toujours par ressortir, et souvent Absolument. à des moments auxquels on s'y attend Y le étant le moins. moins. Mhm, Donc ouais, c'est vraiment s'aider, et puis s'il faut être aidé par un traitement médicamenteux, faut pas avoir honte, mhm, parce que il n'y a pas de honte. Moi, j'ai appris à ne pas avoir honte par rapport à ça, donc faut mhm, vraiment ne pas avoir honte. C'est vraiment, moi, c'est ça ma reco, c'est trouver, chercher de l'aide, et trouver là où les choses qui vous aident à vous sentir mieux. Et mhm, j'aimerais vraiment rebondir et insister sur ce que tu as dit, c'est apprendre à être égoïste en fait. mhm. Surtout C'est pour pas un nous qui défaut, sommes mais filles dans des familles africaines. ouais, Quelle que soit ta c'est pas, position, c'est de ouf, de ouf. C'est absolument. trop important, c'est trop important. Absolument. I agree 100% with you, baby girl. I agree. Yeah. And you? Euh, En vrai, j'en avais pas. Mais au fil de la conversation, il y a quelque chose qui m'est revenu en tête. Il y a ce film que j'ai vu. J'étais à la projection de ce film dans le cadre d'une réunion d'association il y a 10 jours, qui s'appelle Je suis noire, et noir au pluriel, qui a été, et parce que comme je n'avais pas de recours, je ne l'ai pas écrit, donc je ne sais plus le nom de la réalisatrice, ce qui est bien dommage, qui est donc une Suisse congolaise de la région romande, ici en Suisse, et donc elle interviewe 6 femmes d'âge et d'origines différentes, en Suisse romande, donc là où on parle français, et en Suisse alémanique, là où on parle allemand. Et encore une fois, les similitudes dans ces récits de femmes noires vivant en Suisse étaient saisissants. Bien entendu, j'ai pleuré parce que je suis une pleureuse, et très justes. Donc comment est-ce qu'elle apporte le sujet de son métissage, et comment est-ce qu'elle l'a vécu de son enfance à l'âge adulte, et ensuite depuis le décès de son papa. Euh, j'ai trouvé ça hyper précis. Alors, pour mes Suisses qui nous écoutent, vous le trouverez actuellement sur la plateforme de la TSR. Pour nos Français qui nous écoutent, you're gonna have to Google Schmoogle, parce que j'ai aucune idée d'où est-ce que vous pouvez le trouver, I'm sorry. Ok. Je suis sûre qu'on peut le trouver sur Internet parce qu'il a été largement diffusé. Elle voyage Mhm. beaucoup aussi par rapport à ce film. Donc, je suis sûre que vous pouvez le trouver sur les Internets. Et peut-être même que vous pouvez avoir accès à la TSR, hein, qui est donc une chaîne nationale romande. I'm not sure, but maybe. But anyway, on vous mettra le lien Je quand vais même parce chercher. que je l'ai. Ouais, ouais, ouais. Et si ça marche pour vous, et tant mieux. Profitez de le regarder. Je l'ai aussi recommandé à mon frère qui a donc un enfant métis, parce que je pense qu'il est important, surtout pour les hommes, de comprendre quelle position ont les femmes noires, et surtout comment est-ce qu'elles sont perçues. Parce qu'il y avait des femmes noires, donc il y avait 6 femmes noires, mais 3 d'entre elles étaient métisses, donc d'origine, de culture mélangée, et 3 d'entre elles étaient donc noires sans mélange, c'est-à-dire de culture ou d'origine. Et j'ai trouvé ça hyper saisissant. Donc, si vous avez des enfants métis, si vous avez vos partenaires sont métis, que vous soyez homme ou femme, je pense qu'il est
d'autorité publique que vous regardez ce documentaire, parce Ouais. que vous allez... et si même je devais aller plus loin dans les recommandations, mais on n'a plus le temps, c'est aussi le film d'Amandine Guy, qui s'appelait... Ah, comment j'ai pu oublier? Aïe, aïe, aïe. On vous le mettra. Où elle, c'est une femme noire adoptée, et donc elle a rencontré d'autres femmes noires, pas forcément adoptées, mais elle voulait aussi mettre en parallèle les parcours. Et ce film est sorti en 2018, je crois, en Ok. France. So, yeah. Il y a beaucoup de choses qu'on peut lire, écrire, si on s'intéresse à ces sujets-là, si on décide aussi de vouloir guérir par rapport à ça. Euh, mais bon, il y a plein de choses aussi qui sont liées et qu'on débattra dans nos prochains épisodes. Ouais. Le mot de la fin? Je pensais pas pleurer. Hey girl, je dis j'avais des mouchoirs à côté. A new me! Vraiment. Mais moi aussi. Et vraiment, je me suis dit, I'm a grown ass woman. Mais en fait, que dalle. Mais attends, être une grown ass woman, c'est aussi pleurer, Oui, ça ne chat. veut pas Tu dire. viens de Oui, le c'est dire en vrai, c'est plus. vrai. Pleurer C'est si vous en vrai, avez c'est besoin. vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça que les femmes vivent plus longtemps, c'est parce qu'elles sortent leurs émotions. Apprenez à pleurer, Et- messieurs, ça vous aidera beaucoup. Ouais, ça c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Toi, est-ce que tu as un mot de la fin, Lisa? Écoutez, oui, j'ai un mot de la fin. Suivez-nous, partagez nos épisodes, likez, recommandez, mais pas que nous, également tous les créateurs de contenu que vous appréciez. Ne soyez pas Ouais. radins avec votre amour. C'est la façon la plus simple, gentille et gratuite de faire connaître les choses que vous aimez au grand public, à votre entourage. Et on a hâte de recevoir vos retours. On a hâte que vous partagiez avec nous Ouais. vos expériences par rapport à vos traumas, quels qu'ils soient. Et on a également hâte de faire l'épisode retour sur celui d'aujourd'hui. Ouais. Et si jamais vous partagez vos expériences, des anecdotes, rassurez-vous, vous serez anonyme. Euh, Absolument. on gardera l'anonymat. Vraiment, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez même juste en parler sans forcément que on partage vos anecdotes, il n'y a aucun problème. Les DM sont ouverts. Euh, Comme on l'a souvent dit et que on vous l'expliquait dès le début du concept du podcast, c'est que on fait tout. Enfin, on est ensemble en fait. On est ensemble et faut pas hésiter à venir discuter. Discuter. Après, si c'est des choses qui sont très lourdes, sachez qu'on va vous diriger vers des professionnels de la santé. Parce que Absolument. c'est important. It C'est is important. important. It Vraiment is what it important. is. It is what it is, honey. It is what it is. Exactement, j'ai adoré. De toute façon, à chaque fois je le dis, mais c'est vrai, parler de ça avec toi, Lisa, parce que en fait, j'ai appris encore des choses sur toi. Well, me too. Ouais, j'ai appris encore des choses sur toi et ça me fait encore plus t'aimer. Well, thank you. Et tu sais quoi, Et je Raissa? vous aime aussi, vous. Oui, c'est quoi? Je t'écoute. Je t'aime aussi. All right, peace out, guys. Bye. Bye.